tous et merci de nous rejoindre sur Monaco Info. Quels sont les titres qui font l'actualité monégasque de ces jours-ci? Élément de réponse dans votre sommaire. Il sera question de la réunion du groupe Egmont qui se tient en principauté cette semaine. Cérémonie à la mairie pour les personnes naturalisées monégasques. Les enjeux économiques du prendre soin, l'exemple de Monaco au cœur d'une conférence. Exposition Water at Dusk au musée océanographique. Un dîner d'adieu au théâtre Princesse Grace. Alexandra Pani a pu rencontrer les comédiens. Et puis pour clore cette édition de la musique avec le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Je vous le disais en titre, depuis le 30 janvier et jusqu'à vendredi, Monaco accueille une session du groupe Egmont. Egmont, une organisation qui regroupe 151 cellules de renseignement financier issues du monde entier. Alors, quel est ce groupe et quelles sont surtout ses missions? Les réponses dans ce reportage réalisé par Fabien Bonilla, Orazio Gaggino et Eric Pocoy. Les CRF, les cellules de renseignement financier, ont chacune leur propre nom à travers le monde en fonction des pays. Ici, la CRF monégasque s'appelle le SICFIN. En revanche, toutes ces cellules ont le même objectif, la même mission, celle de lutter contre le blanchiment de capitaux, à laquelle s'est ajoutée, depuis les événements du 11 septembre 2001, la lutte contre le financement du terrorisme. Les réunions du groupe Egmont permettent aux membres d'échanger leurs expériences, d'émettre des bonnes pratiques, d'organiser des formations, de mettre en place des outils juridiques, techniques et logistiques destinés à faciliter leurs échanges d'informations et à répondre aux standards internationaux. Ce meeting est particulièrement tourné vers le financement du terrorisme. Les derniers événements de ces derniers mois, avec toutes ces attaques terroristes à travers le monde, nous prouvent la nécessité de se pencher spécialement sur le financement terroriste. Nous devons travailler cette semaine à essayer de développer des produits spécifiques pour améliorer nos capacités dans ce domaine et non pas juste de discuter de ces problèmes, mais de décider concrètement quelles sont les nouveautés, les possibilités à travers différents groupes de travail dans le but d'avoir un produit opérationnel au final. Pendant cette semaine à Monaco, les délégués de 120 pays participent à ces réunions, ce qui représente 320 personnes venant de tous les continents. Organiser une réunion du groupe Egmont à Monaco est un signe fort de l'engagement de la principauté dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Chaque réunion du groupe Egmont a une importance cruciale, qui est reconnue d'ailleurs, parce que les travaux sont utilisés ensuite par un certain nombre d'organismes comme le GAFI, les GAFI régionaux, l'ONU. Le G20 aussi fait référence au groupe Egmont, donc c'est une importance capitale. Et ce matin, donc, nous avons l'honneur d'avoir Son Altesse le Prince Albert qui vient ouvrir les travaux. Et je crois que c'est un signe très fort de l'importance que le gouvernement monégasque apporte dans cette lutte contre la criminalité financière. Le groupe Egmont a été créé en 1995. Monaco, à travers le SICFIN, y a adhéré parmi les tout premiers pays en 1997. Et c'est la seconde fois que la principauté organise cette réunion. À l'époque, en 2002, 51 pays seulement étaient membres. Ce nombre a aujourd'hui triplé, sans compter la dizaine de nouveaux États qui ont engagé une procédure d'adhésion. Autre rendez-vous lié à l'actualité monégasque, cette fois-ci organisé au cœur de la salle des mariages par la mairie de Monaco. Une réception au cours de laquelle ont été conviées les personnes ayant acquis la nationalité monégasque au cours de l'année 2015. Frédéric Elion. C'était une première attendue depuis des années. Jeudi dernier, la mairie de Monaco organisait à la salle des mariages une réception en l'honneur des 61 personnes ayant acquis la nationalité monégasque en 2015. Le maire Georges Marsan a souhaité la bienvenue aux nouveaux monégasques en mairie et a souligné l'importance de l'acquisition de cette nationalité qui est bien plus qu'une formalité administrative. Avoir une nationalité quelle qu'elle soit, ce n'est pas seulement un passeport, un acte administratif, c'est surtout l'adhésion à des traditions, à une communauté, et pour les Monégasques, à nos particularismes, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Donc c'est quelque chose de très émouvant et très profond. Un grand moment d'émotion donc pour le maire et les membres du conseil communal, mais surtout pour leurs nouveaux compatriotes.
Je suis l'époux d'une personne monégasque et donc, au bout de 10 ans, il m'a été proposé donc, de prendre la nationalité, la binationalité donc monégasque, ce que j'ai fait avec plaisir. Pas pour des raisons financières, puisque moi ça ne change absolument rien, mais véritablement pour que je puisse me sentir encore plus intégré dans cette communauté. Je suis arrivé ici en 65, alors vous voyez, donc je travaillais à Beau Soleil, alors je suis très heureux. C'est une grande émotion, parce que je me sens complètement intégrée. Ça fait 35 ans que Monaco a vu mes plus beaux jours. On va dire la naissance de ma fille, mon mariage et aujourd'hui cet honneur. Je suis vraiment très honorée et très émue. Les nouveaux monégasques ont reçu plusieurs cadeaux, notamment la copie du document original des paroles de l'hymne monégasque signé Louis Notary. Vous avez peut-être assisté à la conférence consacrée aux enjeux économiques du prendre soin. L'objectif était de présenter l'exemple de Monaco dans ce domaine. Christine Tomel. Les enjeux économiques du prendre soin, l'exemple monégasque, une conférence débat qui s'est tenue au théâtre Princesse Grace devant un parterre d'élèves de l'Institut de formation en soins infirmiers et des personnalités du monde médical. Le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valéry, est intervenu lors de cette conférence pour parler de la politique de santé de la principauté. Je suis venu ici pour présenter la place de santé monégasque, l'atout considérable qu'elle représente pour l'attractivité de Monaco, car on vient s'installer et on demeure à Monaco, car on sait qu'on y est bien soigné, qu'on a des établissements, des hôpitaux et des cliniques de qualité, des professionnels médicaux, paramédicaux de grande qualité. Donc c'est un atout pour notre développement économique et nous allons encore le renforcer avec l'ouverture d'une unité de bilan au sein de notre centre hospitalier Princesse Grace. Mais je suis aussi venu dire que même si nous savons que le coût de la santé est important et qu'il le sera d'autant plus dans les années qui viennent avec l'accroissement de la durée de vie, avec l'augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes, eh bien, le gouvernement princier considère que ce déficit maîtrisé mais justifié de nos établissements de soins publics, de nos maisons de retraite publiques, il est pleinement justifié. Nous l'assumons et nous continuerons à l'assumer pour offrir justement une qualité de soins exceptionnelle aux monégasques et aux résidents. Et je crois que ça fait partie effectivement d'un investissement social et humain pour la principauté, une qualité de vie importante que nous devons à notre population. Et vous savez que, et ce n'est pas le moindre des investissements du gouvernement, nous préparons un futur hôpital Princesse Grace avec plus de 700 millions d'euros d'investissement pour en faire un des plus beaux, un des plus performants, un des plus modernes hôpitaux d'Europe. Le nouveau centre hospitalier Princesse Grace répondra donc aux attentes. Entièrement repensé, il comportera un grand bloc opératoire central, 409 lits, uniquement des chambres individuelles, ainsi que des soins et des équipements de dernier cri. L'exemple monégasque du prendre soin réside aussi dans le fait que Monaco compte 4 grands établissements de santé. Le CHPG, le centre cardio-thoracique, la clinique IM2S et le centre privé d'hémodialyse à Fontvieille, pour une population qui s'élève à seulement 37 000 habitants. Par ailleurs, plus de 3 000 emplois en principauté sont dédiés au monde de la santé. Et si la qualité du prendre soin à Monaco est un atout considérable pour la santé économique et pour l'attractivité, pour le docteur Walter Esbin, le prendre soin relève de l'art. Monsieur Walter Esbin, qui est notre conférencier, est un doctorant en sciences de l'éducation qui a beaucoup travaillé sur le concept du prendre soin. Prendre soin donc du patient, bien sûr, mais prendre soin de l'individu en général. C'est quelqu'un dont les valeurs humanistes sont largement reconnues, qui est lui-même une valeur pour nous, professionnels de la santé. Et sachez que l'OMS a révélé qu'en 2015, Monaco arrivait en tête des nations du monde concernant l'espérance de vie, devant le Japon et la principauté d'Andorre. Christine Tomel qui s'est également rendue au musée océanographique pour vous faire découvrir la toute nouvelle exposition intitulée Water at Dusk. Découvrons son reportage. Depuis toujours, Anne de Carbussier a développé une passion pour l'art ancien et primitif.
Après avoir travaillé pour Drouot, une des plus anciennes et respectées maisons de vente dans le monde, la jeune femme a participé en 2014 à une expédition de tournage en Antarctique avec son mentor, le photographe Grégory Colbert. Dans ce lieu unique et empli de mystères, elle a eu un véritable coup de foudre et alors est née l'idée du sanctuaire de Taon. Je me promène de par le monde avec deux objets. Une, c'est un sablier et l'autre, c'est une vanité. Donc la vanité, c'est un peu la représentation du crâne humain. Et ce sont probablement les deux symboles du temps les plus représentatifs dans l'art occidental. Donc ce n'est pas des symboles comme souvent on le pense. La vanité, ce n'est pas du tout un symbole de mort, c'est un symbole de temps et une réflexion sur le temps. Témoin privilégié des derniers 400 000 ans d'évolution, le continent blanc est le lieu le plus énigmatique du monde, mais aussi le plus menacé. Le préserver, c'est prémunir notre futur. L'Antarctique, c'est d'abord une chance de pouvoir y aller. Pas beaucoup de gens peuvent y accéder. C'est vraiment le bout du monde. C'est aussi probablement le continent, enfin on appelle ça un continent aujourd'hui, c'est le continent qui, par traité d'ailleurs, est le plus préservé. C'est-à-dire qu'un certain nombre de pays se sont mis d'accord pour préserver et garder l'Antarctique sauvage. Et évidemment, c'est un endroit qui est hors du temps, qui a une lumière différente, qui a des sculptures de glace. J'aime dire que c'est notre plus beau musée à ciel ouvert. Et évidemment, c'est un continent qui, comme le reste du monde, est en train d'évoluer. C'est un continent qui est fondamental pour l'évolution écologique de notre planète. Et ça, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. C'est une immense réserve d'eau douce pour nous. C'est aussi, ça reflète donc les reflets du soleil qui ont donc toute une série de conséquences. Et le préserver, c'est bien que ce soit loin, bien qu'on puisse pas peut-être forcément y accéder, tous nos actes, tout ce qu'on fait aujourd'hui d'un point de vue écologique peut avoir un effet sur l'Antarctique et donc avoir des répercussions sur nous. Depuis 2 ans, Anne de Carbusia a fondé l'organisation à but non lucratif du projet Theme Shrine, un projet qui fait don des profits de la vente des photographies à des ONG qui travaillent pour protéger les environnements. L'argent va au lieu et au site où j'ai travaillé, donc parce que bon là je représente l'Antarctique, mais je travaille aussi beaucoup avec les animaux en voie d'extinction. Donc en fait je mets des belles images où j'ai immortalisé des endroits importants pour notre planète. Je le mets dans des lieux ou chez des gens et ça me permet d'aider les gens qui sont sur le front. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on peut parler de front, des gens qui sont sur le front et qui ont besoin d'aide et d'être soutenus. Alors si vous aussi vous souhaitez soutenir la fondation d'Anne de Carbusia, vous avez jusqu'au 28 février pour découvrir ces photographies du sanctuaire de Taon au musée océanographique. Le théâtre Princesse Grace a reçu 3 grands comédiens, aussi bien habitués au plateau de cinéma qu'aux planches. Il s'agissait de Guillaume de Tonquédec, de Lionel Abelansky et de Lisiane Metz. Tous se sont retrouvés sur la scène du TPG pour un dîner un peu particulier où vous allez pouvoir le constater dans ce reportage signé Alexandra Pani. Les liens d'amitié étaient mis à rude épreuve. Et au fond, c'est Boris qui a raison. Tu veux dire qu'il faut plaquer sa femme et ses enfants après 15 ans de mariage pour une babysitter suédoise de 22 ans? Non. On devrait faire des dîners d'adieu. Des quoi? Des dîners Je veux pas savoir. Allez, Pierre, tu t'habilles maintenant. Un dîner d'adieu, une idée très simple qui consiste à inviter un ami de longue date dont on veut se débarrasser. On le convie un soir à dîner fastueusement, lui servant ses mets et son vin préféré, lui offrant la possibilité de passer une dernière soirée agréable en notre compagnie avant qu'il comprenne tout l'enjeu de ce festin. C'est une idée qui vient d'un ami, c'est une idée rapportée en fait, qui est recyclée et qui est pour le coup pas très bien recyclée, c'est ce dont on se rend compte en voyant la pièce. Voilà, mais ça nous a séduit, le couple est séduit par ce manège machiavélique parce que ils ont une complicité aussi dans la méchanceté, mais ils vont se faire avoir et c'est ça qui va être jubilatoire dans la pièce, quoi. Ah mais Pierre! Ah mais je savais pas que tu aimais Ragayanaki Pinchuvali! J'ai tous ces disques! Ah bon, il en a fait plusieurs alors? Ah ouais! Écoute là, il va y avoir un solo de sitar! Écoute, tu sens? Même s'il est barbant, il fallait qu'il soit aussi attachant et déchiré, et du coup déchirant, quoi. On se dit non, c'est atroce, c'est très très drôle parce que c'est cruel, et en même temps, il faut que le public puisse se mettre à sa place
et qui se disent mon Dieu, mais si on me faisait ça, j'aimerais pas du tout, quoi, c'est atroce. Donc c'est pour ça qu'il réussit à mettre aussi le public dans sa poche et qu'on aime bien finalement ce personnage très pénible, on l'aime bien au final. L'on retrouve ici l'écriture des auteurs de la pièce et du film à succès Le Prénom. Avec un dîner d'adieu, Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière se replongent dans les travers des relations amicales. C'est un duo d'auteurs, et ce sont deux vrais amis fusionnels dans la vie, les deux auteurs. Donc c'est pas pour rien qu'ils ont choisi le thème de l'amitié, qu'ils explorent ça, qu'ils se disent mais comment on peut être encore amis, même nous deux, quoi. Donc ils ont envie de mettre à mal cette idée, de la tourner dans tous les sens, de la retourner comme un gant, quoi. Et de voir comment c'est possible, comment ça peut durer une histoire d'amitié, quoi. Et même il le traite comme une histoire d'amour, puisque l'un des deux personnages, quand la rupture amicale va être prononcée, il va dire c'est la première fois que je me fais larguer. Ce qui est très très drôle, j'en ris beaucoup, mais ce qui était terrible aussi, et ce qu'on ne dit jamais en amitié, j'ai assez rarement vu traiter la rupture amicale. Quant aux trois comédiens, ils sont de nouveau réunis après avoir joué ensemble dans le film Barbecue, sorti en 2014. Lionel a repris le rôle d'Éric Almostino qui jouait à Paris. Et on a vraiment répété, c'est-à-dire qu'on a pris vraiment le temps de répéter presque un mois et demi, enfin pas tous les jours, mais ce qui fait qu'il y a eu un vrai travail, donc on a pu vraiment recréer cette complicité entre nous. C'est vrai qu'on se connaissait, c'est vrai qu'on a joué ensemble, mais là on a vraiment eu le temps de reconstruire tout ça et c'était même très salutaire pour moi et Guillaume parce que pour le coup on a répété et je pense que la pièce est encore meilleure, enfin j'espère, encore meilleure aujourd'hui. Moi ça a été formidable de m'appuyer sur leur solidité puisqu'ils ont joué beaucoup la pièce et moi, je ne trouvais pas qu'ils étaient sur des rails, qu'ils faisaient tout le temps la même chose. Mais oui, je me suis vraiment reposé et appuyé sur eux pour pouvoir construire, rentrer dans le moule un petit peu, quoi, même si le moule a un peu bougé. Et et je savais pas, hein, j'étais dans le doute, j'y suis encore, puisque ça fait une 17-18 représentations qu'on fait, ça, on s'amuse beaucoup, mais ce qui est bien, c'est qu'on cherche encore, on cherchera jusqu'au bout, je pense, on cherche à avancer, à s'amuser encore plus. Prochain rendez-vous au théâtre Princesse Grace ce mercredi avec la pièce La colère du tigre de Philippe Madral, mettant en scène deux personnages au caractère bien trempés, Claude Monet et Georges Clémenceau, incarnés respectivement par Yves Pignot et Claude Brasseur. Pour son dernier concert du mois de janvier, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était dirigé par Jean-Claude Casadessus. Au programme, entre autres, bien sûr, du Stravinsky et sur scène, une soliste violoniste, seule artiste française à avoir remporté les Masters de violon de Monte-Carlo. C'était en 2007, comme vous l'explique José Sacré. Jean-Claude Casadessus est l'un des grands chefs d'orchestre français. Également compositeur, il est surtout le fondateur en 1976 de l'Orchestre national de Lille. Véritable missionnaire de la musique depuis 40 ans avec cette formation de 100 musiciens, Jean-Claude Casadessus porte la bonne parole de la culture musicale partout dans le monde, mais surtout dans sa région du Nord-Pas-de-Calais, où il donne près de 100 concerts chaque année. Jean-Claude Casadessus dirigeait dimanche 31 janvier l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans un programme comprenant Nuée, une œuvre composée par son frère Dominique Probst. Puis, le concerto pour violon en ré mineur du compositeur finlandais Jean Sibelius. La soliste était la jeune violoniste française Fanny Klamachiran, qui avec beaucoup de maîtrise, à la fois de force et de sensibilité, a su exprimer les beautés de ce concerto d'une grande difficulté. Fanny Klamachiran revenait pour la première fois à Monaco après avoir remporté en 2007 les Masters de violon de Monte-Carlo. Je suis la seule française et c'est un honneur. C'est vrai que les concours, ça fait partie de mon éducation musicale parce que j'ai appris avec une professeure russe. Donc c'était indispensable de se confronter à la scène, au concours, pour se donner des objectifs dans le travail, de répertoire, d'échéances, de programmes importants.
important. Et puis donc on apprend beaucoup, ça forge le caractère aussi. Donc on mûrit assez vite, mais on est confronté aussi au vrai monde. Du coup, les Masters de Monte-Carlo, ça a été le dernier concours que j'ai fait. Et un très très beau moment, encore un souvenir assez fort, assez spécial. Je suis vraiment très 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 contente d'avoir pu revenir aujourd'hui. Et justement, c'était Sibelius aussi il y a 8 ans. Je suis vraiment tellement contente d'avoir ce concerto pour le violon. Je crois qu'il met vraiment en valeur toutes les possibilités de l'instrument, les couleurs, la profondeur des graves, les aigus qui scintillent, qui brillent. Et puis on est vraiment, c'est un vrai dialogue aussi avec l'orchestre, mais la partie soliste vraiment sort, est très bien, on l'entend très bien. Donc je pense qu'au niveau de l'équilibre aussi, c'est parfaitement fait, parfaitement mené. En deuxième partie, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, en très grande forme, sous la baguette de Jean-Claude Casatsu, a interprété Prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy et a proposé au public une version frétillante, ébouriffante et tonique de L'Oiseau de feu d'Igor Stravinsky. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passons à présent à vos prévisions météo. Mercredi, encore des nuages, quelques apparitions mais inégales du soleil, comptez de 12 à 16 degrés. Jeudi 4, un temps sec et plus ensoleillé que la veille. Vendredi, prolongement de la période de temps bien agréable, calme, pas de pluie. Comptez jusqu'à 16 degrés pour les maximales. Et puis samedi, déclin du beau temps, des nuages progressivement plus épais, arrivée possible de la pluie avant la nuit. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info, un programme dédié au 7e art avec les sorties cinéma de la semaine et puis tout l'art du cinéma consacré cette fois-ci au film Nous nous sommes tant aimés. À très bientôt.